Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir François. Voici les titres de cette édition. L'info du jour, c'est bien sûr le décès à 95 ans du héros de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela. Une annonce qui a suscité une grande émotion à Toulouse comme sur tous les continents. Nous avons recueilli des réactions ici même. France Inter à Toulouse aujourd'hui pour célébrer ses 50 ans et émettre des ondes si possible positives depuis le théâtre du Capitole avec Zebda, Pascal Clark ou encore Jean Lucas. Et puis un bon point pour les violets habitués à rentrer bredouille de Lyon. On reviendra sur la rencontre du TFC. On évoquera également l'actualité sportive particulièrement fournie ce week-end. Nous l'avons donc appris hier soir, Nelson Mandela s'est éteint à l'âge de 95 ans, François. Oui, Jean-Marc, et dans le sillage de l'Afrique du Sud, partout dans le monde, on rend hommage aux héros de la lutte contre le racisme, une émotion que l'on retrouve à Toulouse, politiques, membres du monde associatif ou sportifs sud-africains du Stade toulousain. Nous avons recueilli leurs témoignages. Sophie Voinis. Je crois qu'on devrait tous se nourrir de ce qu'a été l'histoire de Nelson Mandela. Un homme qui a combattu pour des valeurs, un homme qui a combattu pour l'égalité, un homme qui a combattu pour qu'on ne fasse pas de différence entre un homme blanc et un homme noir, qui a combattu l'apartheid, un homme qui a été emprisonné pendant 20 ans, qui n'a jamais cédé, baissé la tête, un homme qui a fait la fierté de son pays en devenant le président et un homme qui est porteur d'un magnifique espoir pour l'humanité. Sa disparition est un grand choc et j'aimerais qu'on puisse ne jamais oublier cet homme. Je dirais en tant qu'homme politique, je peux simplement dire pour l'Afrique du Sud c'est une grande perte, pour l'Afrique c'est une grande perte et pour l'humanité c'est une grande perte. Parce que Nelson Mandela, à lui tout seul, il incarnait la lutte contre l'injustice et il incarnait aussi le pardon. Parce qu'il a été victime et quand il est arrivé au pouvoir, il a su pardonner aux autres. Donc c'est un bel exemple pour nous qui combattons les inégalités. C'est un bel exemple pour les nations qui doivent être dans une forme de réconciliation avec tout ce qui se passe actuellement. Well, it came in the early hours of the evening and came through by telephone call through a friend. Je l'ai appris en début de soirée, hier. Un ami m'a appelé. Cela m'a fait beaucoup de peine. Mon cœur s'est brisé. J'ai éclaté en sanglots lorsque je l'ai appris. C'est un jour de tristesse, mais je dois dire que je suis heureux de célébrer cette journée et j'espère qu'il repose désormais avec les rois et les reines du monde là-haut. He is with the kings and queens of the world up there. So I was very privileged enough to have met him before and I've met him. J'ai eu le privilège de le rencontrer à différentes occasions. Le rencontrer, c'était bien sûr quelque chose d'exceptionnel, mais ce dont je me souviens surtout, c'est en 1995, lorsque je l'ai vu soulever le trophée après que les Springboks aient remporté la Coupe du Monde de rugby. Cela m'a donné tellement d'espoir et d'inspiration que je me suis mis à croire qu'il y avait alors une possibilité de réaliser un tel rêve dans mon pays. On sait aussi que voilà, Mandela, au-delà du symbole de résistance, bien sûr, dans cette logique hyper injuste qui était l'apartheid, mais qui n'était pas, moi je me souviens, ça faisait pas l'unanimité. Je veux dire il y avait quand même des gens, Margaret Thatcher, qui le traitait de terroriste, quoi. On était quand même dans des logiques comme ça, il ne faut pas l'oublier. C'est le consensus absolu, il l'a aujourd'hui, à la fin de sa vie, mais il l'a pas toujours eu. Comme quoi, les convictions, c'est aussi sur la durée que ça s'exprime. Mandela, ce qu'il représente, c'est un message de paix et de réconciliation entre la culture de l'œil pour œil, dent pour dent, et la culture de l'arbre à palabre. Il a choisi cette deuxième voie qui est vraiment la culture africaine bantou. C'est-à-dire que quelle que soit l'intensité et la violence du conflit, on s'assoit sous l'arbre à palabre, on discute, on trouve une solution, on se réconcilie, on se pardonne et on vit ensemble. Et en même temps, quand quelqu'un qui a vécu aussi longtemps et aussi intensément s'en va, en Afrique on dit que c'est un soulagement, c'est-à-dire qu'il a fait sa part, maintenant il a le droit, il a mérité le repos. Et en même temps, en Afrique on dit les morts ne sont pas morts, donc il est parti, mais à jamais il reste avec nous puisque son esprit sera toujours là. Et l'intégralité de ces interviews dans l'émission Courrier Sud de Greg Lamazer dans la soirée sur TLT. On parle économie et défense maintenant avec un ministre à Toulouse, c'était Kader Arif à Balma, François. Oui, absolument, Jean-Marc, on parle plus particulièrement export. C'est un point faible, on le sait, pour les PME françaises. Le secteur de l'armement n'échappe pas au phénomène. Pour tenter d'y remédier, un plan d'action est en marche depuis 2012. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, a rencontré aujourd'hui des PME du secteur ce matin, puis la direction générale de l'armement à Balma, un acteur essentiel de cette industrie, Jérôme Bolloc, qui était.
Ce matin, Kader Arif a visité 4 secteurs de la Direction générale de l'armement à Balma. L'une des missions de la DGA est d'apporter une expertise technique à l'État et aux industriels. Ici sont conduits des essais sur les champs électromagnétiques de forte puissance. Là sont testés des fuselages. En même temps, des essais sur comment un avion est foudroyé, comment on traite ça. Donc avec cet éclair tout à l'heure, oui, cet éclair dont j'ai pu voir mesurer l'impact sur un avion, même si c'était un modèle réduit. C'est le travail qui est fait sur les sièges éjectables et l'impact que ça peut avoir sur les pilotes de chasse, nos pilotes de chasse et comment on travaille sur ces questions. Donc un certain nombre de choses. Non, j'étais honnêtement impressionné par tout. En Midi-Pyrénées, 400 entreprises participent aux activités de la défense. En juin, une convention cadre entre l'État et la région sur le développement de l'industrie et de la recherche a été signée. Une convention qui intervient après le pacte défense PME initié en novembre 2012. C'est un pacte qui doit aider nos PME, qui sont déjà performantes, qui investissent beaucoup en recherche et développement, en particulier dans cette région, première région en termes de recherche et développement, en termes d'argent investi, région exportatrice dans ce domaine-là, de pouvoir bénéficier en particulier sur les marchés à l'export d'une aide de l'État, d'une part, accouplés à la région et leur permettre demain sur des marchés de pouvoir répondre, de pouvoir se déplacer, de pouvoir participer à des salons. Donc c'est des aides financières, en particulier les aides remboursables, c'est des aides pédagogiques sur un certain nombre de secteurs avec un numéro vert où ils peuvent appeler. C'est aussi la possibilité de pouvoir faire bénéficier à ces entreprises de notre réseau d'attachés de défense qui sont auprès de nos ambassades, partout dans les pays, la possibilité de se déplacer sur des grands salons, pris en charge. Dans le cadre de ce pacte défense PME, un label DGA testé a été mis en œuvre à titre expérimental sur la période 2013-2015. Il permet aux PME d'attester qu'un de leurs produits a été testé selon les processus très stricts de la DGA. Le premier a été attribué ce matin à la société corse Composite Aéronautique. Économie toujours avec les difficultés de l'entreprise de peinture Guéral. Oui, sa liquidation a été prononcée hier par le tribunal de commerce de Toulouse. Une situation que les salariés de l'entreprise de peinture basée à Haute-Rive ne comprennent pas. La CGT parle carrément de liquidation frauduleuse. Une expertise a été ordonnée par le tribunal de commerce. Elle doit déterminer la nature de cette opération. Les détails avec Marlène Canal. Depuis le 14 novembre, l'entreprise de peinture était placée en redressement judiciaire. Les arguments avancés par la direction pour justifier de ces difficultés financières étonnent les salariés qui n'avaient pas constaté de baisse de leur activité et qui assuraient un nombre raisonnable de chantiers. La CGT dénonce un montage financier, une pratique courante selon eux dans les métiers du bâtiment. En l'occurrence des créations d'entreprises, puisque là il y avait une société qui existait historiquement, qui a été donc saucissonnée en 3 entités il y a un an. Et en fait, on a plus que l'impression que les marchés ont été basculés sur les autres sociétés pour pouvoir justifier la liquidation de celle-là. Concrètement, les salariés de Guéral Peinture sont intervenus pour des chantiers relevant d'autres sociétés du groupe. Et reste à démontrer après, mais ça ne va pas être très dur, qu'en fait les bénéfices sont allés non pas à la société qui a effectué le travail, mais à celle qui avait passé les marchés, qui a certainement donc facturé le coût de la main-d'œuvre à un niveau inférieur au coût réel, ce qui est complètement illégal, bien entendu. Donc après, il peut expliquer en effet la situation financière difficile, puisque là on a une mise en difficulté qui est complètement artificielle, il y a un basculement des bénéfices pour une société autre. Et bien souvent, ce que font les employeurs, c'est que, comme je vous disais, ils provoquent des liquidations frauduleuses, et ils font payer en fait leurs créances salariales, mais aussi d'autres types de créances ou des fournisseurs par exemple. De la sous-traitance, ils les font payer par les AGS. Les AGS étant le régime de garantie des salaires. La liquidation est assortie d'une expertise des comptes de la société qui déterminera ou non le caractère frauduleux de l'opération. En attendant, la trentaine de salariés doit être reclassée dans une des entités de la holding. Et la direction de l'entreprise de peinture Guéral n'a pas souhaité s'exprimer suite à nos nombreuses demandes d'interview, ni ne nous a autorisé à filmer dans ses locaux. La différence, c'est vous François ou c'est France Inter? Non, c'est le slogan de France Inter, bien sûr, qui résume une position voulue à part dans le paysage radiophonique français. Voilà 50 ans en tout cas que l'antenne anciennement Paris Inter émet. Elle a célébré ce demi-siècle à Toulouse aujourd'hui avec du beau monde, Zebda, Pascal Clark ou encore Jean Lucas. Et vous, Jean-Marc Lucas, vous y étiez pour vérifier si les ondes étaient bonnes. Les ondes étaient positives. France Inter a 50 ans et les Toulousains ont aussi droit à une part du gâteau.
C'est pas votre radio, c'est pas la mienne, c'est celle de tout le monde. Je veux dire, c'est un service public, elle est payée par les impôts des contribuables qui ont la gentillesse de nous faire confiance. Donc voilà, elle appartient à personne, elle appartient à tout le monde. Pascal Clark délocalisait ce matin son émission Comme on nous parle en public dans le théâtre du Capitole. Mais au fait, quelle est donc l'identité de France Inter ? C'est très difficile d'ailleurs de définir France Inter. J'ai essayé pendant 40 ans, j'ai toujours pas trouvé la bonne réponse. Mais c'est une radio de l'offre et c'est pas une radio de la demande. On est là pour offrir des perspectives aux gens qui nous écoutent, pour leur faire découvrir des choses. Est-ce que c'est le rôle du service public ? Peut-être il faut leur faire découvrir quelque chose qu'ils ne savaient pas vouloir, par exemple. Et c'est ça que je trouve... que j'ai trouvé passionnant quand j'ai dirigé France Inter. C'est la liberté, l'indépendance, ça dérange. L'actionnaire unique de France Inter, c'est l'État. Alors, est-ce que celui qui paye est celui qui décide ? Écoutez, j'ai travaillé 40 ans à peu près. J'ai connu quelques pressions. On peut toujours ignorer les pressions. Moi, je suis un parfait imbécile quand on me dit il faut faire ça, je comprends pas ce qu'on me dit, ou je dis écrivez-le moi. J'ai remarqué que ça marche toujours. Et puis c'est une maison qui est totalement libre, c'est dans sa nature. Essayer de mettre au pas une rédaction aujourd'hui, même il y a 10 ans, même il y a 20 ans, c'est pas possible. On est en 2013, bientôt 2014, les gens sont libres. Pour fêter son demi-siècle, France Inter a invité le groupe Zebda qui a joué pour la première fois sur la scène du théâtre du Capitole. Il y a quand même une assez bonne acoustique et tout. Après, c'est pas forcément adapté au son électrifié ou à la sonorisation. Mais il y a quand même une ambiance théâtrale italienne. Il y a ces multiples balcons. Il y a quand même une dimension culturelle profonde, quoi. C'est-à-dire historique et tout. Donc c'est pas quand même négligeable. C'est quand même le lieu à Toulouse emblématique. Emblématique, ouais. Question piège, les Zebda doivent-ils leur succès à France Inter ou à une autre radio ? Il y a la dimension de succès qu'on a eu la chance de connaître de manière accidentelle avec Tomber la chemise, avec Énergie, effectivement. Mais c'est plus un accident de notre parcours, un accident heureux. Après, il y a la notion de succès dans le sens de la réussite au long cours, de l'existence auprès d'un public. On s'accompagne mutuellement et la France Inter, c'est évident. France Inter, 50 ans, une radio d'âge mûr, mais toujours vive. Un matériel de merde qui date de 1952, c'est pas possible. Fais chier. C'est vraiment une radio de merde, du matériel de merde. Il y a quelques protestations d'auditeurs, c'est ça ? C'était un bêtisier en fait, c'était très drôle, c'est les conditions du direct et les gens ne savent pas qu'ils étaient en direct à l'époque. D'accord, c'est très drôle. On va dire qu'il est plus clair. Tout autre chose, transport à présent. Jean-Marc, vous allez nous dire quelle étape a franchi le tram, la ligne Garonne aujourd'hui. Et oui, vous avez pu le voir d'ailleurs passer sur le pont Saint-Michel. Alors c'est un tram de la continuité de la ligne 1. Il circule à vide en ce moment, mais pour de vrai, si l'on peut dire, les voitures sont en conditions réelles, elles s'arrêtent quand le tramway passe. Et pour les usagers impatients de prendre le tramway, ce sera le 20 décembre qu'ils pourront donc rejoindre les arènes jusqu'à Palais de Justice. Et là, nous aurons la totalité de la ligne 1 qui sera effective et mise en place commercialement. Oui, c'était des images, voilà, signé Alain Sorat l'a vu, dont vous pourrez profiter bientôt, d'ici quelques jours. Solidarité ce week-end à Toulouse et dans toute la France, Jean-Marc. Et oui, c'est le Téléthon qui commence en fait ce week-end. 165 animations en Haute-Garonne et 50 à Toulouse. Objectif espéré, plus d'1 million d'euros de promesses. Ce serait récolté dans le département en tout cas. Le Téléthon existe depuis maintenant 27 ans et participe au financement de la lutte contre les myopathies et les maladies génétiques rares. On parle sport maintenant, François ? Oui, une page qui s'est ouverte hier soir avec le dernier match de la 16e journée du championnat de Ligue 1. Le Toulouse Football Club se déplaçait à Lyon et ils ont décroché un bon point. Ils rejouent dès ce dimanche, un week-end où les stadistes seront sur le pré. Samuel Prieur vous détaille tout ça. 47 ans que le TFC n'a plus gagné à Gerland. Dans ce contexte, le match nul ramené de Lyon hier soir est un résultat intéressant. Mené après 25 minutes de jeu sur cette frappe rasante de Lacazette, le TFC a longtemps balbutié son football. Mais à force de patience et d'abnégation, les joueurs d'Alain Casanova sont parvenus à égaliser. Un nouveau but de Braithwaite, son 5e cette saison à la 82e minute de jeu. Un but loin d'être anecdotique, puisqu'au-delà d'arracher le point du match nul, c'est également le 1000e but de l'histoire du club toulousain en première division. Toujours 14e de la Ligue 1 après ce résultat, le TFC est désormais focalisé sur la 17e journée de championnat. Toulouse reçoit Montpellier dimanche à 17h au Stadium, avec l'espoir de retrouver la première partie du classement. Les Violets ne sont en effet qu'à 6 longueurs du 5e, Nantes.
Autre ballon, même ambition, retour à la H-Cup ce week-end pour le Stade Toulousain. Invaincus à domicile, toute compétition confondue, les Rouges et Noirs affrontent la province irlandaise du Connacht à l'occasion de la 3e journée de la Coupe d'Europe. Une rencontre primordiale dans l'esprit des Toulousains depuis le succès contre Oyonnax, voici 15 jours. Et maintenant, la prochaine cible, c'est le Connacht avec match aller-retour. Et là, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, dans ma tête, c'est la Coupe d'Europe. Après avoir corrigé les Italiens de zébrer, puis arraché la victoire à Wembley contre les Saracens, les joueurs de Guinoves veulent poursuivre leur sans faute contre cet adversaire irlandais qu'ils avaient déjà affronté avec succès en phase de poule il y a 2 ans. Stade Toulousain Connacht, coup d'envoi dimanche dès 16h à Ernest-Vallon. Et toujours en rugby, Castres reçoit en Coupe d'Europe les Ospreys des Gallois. J'ai bien prononcé, François ? C'est tout bon, les Ospreys, c'est bien ça. C'est ce soir à 21h au stade Pierre-Antoine. L'autre fait marquant de l'actualité sportive du jour, c'est bien sûr le tirage des poules de la Coupe du Monde au Brésil. Il vient d'avoir lieu et la France affrontera la Suisse, l'Équateur et le Honduras, une poule a priori plutôt jouable pour les Bleus. On ne sait pas par contre si un autre moyen de transport que le bus a été envisagé pour éviter tout risque de grève. Serait-ce une mauvaise blague par rapport à la Coupe du Monde il y a 4 ans? Oui, c'est ça la référence. Très très bien. Est-ce qu'on parle culture maintenant? Oui, on parle culture. On conclut donc avec une info spectacle. Oui, c'est la compagnie Max et Maurice qui, c'est du cirque évidemment, qui jusqu'au 22 décembre est sur le chapiteau de la grainerie, plutôt. Le spectacle La cacaillerie et l'amoureux, un spectacle pour y aller avec sa belle ou avec son beau, un spectacle donc sur l'amour, et c'est à Balmar. Chez Max et Maurice, ils sont 13, dont 3 Toulousains. En regardant le spectacle, on se demande si c'est du cirque ou du théâtre. C'est les deux à la fois, mais à la fois c'est quand même essentiellement du cirque, mais sachant qu'un artiste de cirque, il faut aussi qu'il sache tenir des personnages. C'est pour ça qu'on peut trouver des fois des façons théâtralisées de faire du cirque, comme c'est le cas avec nous. C'est différents tableaux qui racontent des histoires amoureuses ou d'amour ou de désamour. On vient au cirque pour voir de la prouesse, mais c'est aussi voir comment on peut allier la prouesse à des sentiments, faire passer des sentiments, des émotions, un message, si on veut. Voilà. On travaille à peu près 3 mois. Il y a 3 mois de répétition, répartis sur une année, donc c'est vrai qu'on a le temps de digérer un peu tous ces moments-là. Pour certains numéros, un peu comme dans les histoires d'amour, le spectateur perd tous ses repères. Et c'est vrai que là on arrive à, je crois, il y a eu 19 ou 20 massues à la fin, et bon voilà, c'est quand même un petit nuage de massues au-dessus de nous, c'est toujours agréable à faire. Voilà. Là on sera plus dans une chorégraphie jonglée, parce que c'est vrai que c'est avant tout, là c'est un moment du spectacle où c'est, voilà, faut qu'il y ait du rythme, faut qu'il y ait de la vie, et donc voilà, c'était le parti pris de ce numéro. La compagnie Max et Maurice, c'est le coup de foudre assuré les mercredis, samedis et dimanches. Spectacle pour adultes, pour finir ce week-end, c'est le salon de l'érotisme. Nous vous y croiserons sûrement, François. Non, je ne pense pas. A priori, c'est pas prévu. Faites ce que vous voulez. C'est en tout cas ainsi que se termine cette édition. Excellent week-end, froid mais ensoleillé à tous.